Merci beaucoup, Madame Andrew, pour votre accueil. Merci à toutes les équipes de l'Alcazar pour m'avoir invité aujourd'hui à communiquer autour de ce patrimoine portuaire marseillais. Alors, en une heure, c'est bien sûr très difficile de balayer plusieurs siècles d'histoire. Donc, le choix que j'ai fait, c'était plutôt de faire des éclairages en lien justement avec cette question du patrimoine, faire des éclairages sur des espaces, sur des lieux, sur des outils portuaires qui ont un lien entre passé et présent, qui font dialoguer ce passé et ce présent, et qui témoignent surtout d'une évolution économique, d'une évolution sociale, d'une évolution technique de la vie portuaire. Et on va essayer donc de donner quelques pistes, quelques éléments autour de ça. Donc je ne pourrais pas être exhaustif, évidemment. J'ai fait des choix. Et s'il y a des questions, bien sûr, sur des aspects que je n'ai pas abordés, ce sera avec plaisir que j'y reviendrai par la suite. Alors, cet espace marseillais, je partirai de là, d'abord, avant de décliner ces quelques outils ou ces quelques lieux que j'ai choisis. Vous donner d'abord une situation de ce port. Aujourd'hui, c'est un port en 3 parties. Des bassins dits est, qui sont en fait les bassins intramuros, bassins du port de Marseille au sens urbain du terme, et 2 autres extensions. La première à l'Avera, qui est liée bien sûr au trafic pétrolier dans les années 1950, et la deuxième grande extension qui est Fos-sur-Mer, qui ne concerne pas uniquement les trafics pétroliers, mais également la sidérurgie, d'autres industries, et qui est une zone industrielle-portuaire de grande ampleur, construite en plein cœur des 30 Glorieuses dans les années 1960. Donc, aujourd'hui, quand on parle du port de Marseille, on doit faire référence forcément à ces 3 sites. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien sûr, ce sont les sites, les bassins intramuros, ce site-là que vous voyez à l'écran. C'est sur ça que je vais m'intéresser, c'est sur ça que je vais essayer de vous présenter quelques éléments aujourd'hui. Donc je laisserai de côté Fos et l'Avera. Même si on pourra en reparler éventuellement ci et là. Parce que évidemment l'évolution économique et les questions notamment de crise éventuelle, et je mets des guillemets au terme de crise, de ces bassins intramuros sont parfois liés à l'histoire de cette extension des bassins en dehors de la ville. Alors, vous voyez, juste pour revenir sur cette carte, les bassins est, les bassins intramuros, donc les bassins de Marseille, c'est une construction portuaire sur plus d'un siècle, plus d'un siècle de construction portuaire, à peu près du milieu du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important aussi dans l'évolution de la relation ville-port, dans l'évolution de la physionomie de ce paysage et dans l'évolution de ses fonctions économiques, évidemment. Quelques mots d'abord avant de me rentrer dans le cœur et dans le vif du sujet, sur la façon dont les historiens ont travaillé sur ce port de Marseille. C'est une histoire qui est ancienne, je dirais. Il y a une tradition d'histoire maritime, d'histoire portuaire ici à Aix-Marseille depuis quelques décennies maintenant, avec un regard qui a souvent croisé l'histoire économique et l'histoire également des formes architecturales, l'histoire de l'architecture. Un des grands spécialistes notamment de l'évolution de cette physionomie des quais, je pense en particulier à René Boruet, qui est architecte et qui est historien de l'architecture. Mais les historiens de l'économie ont aussi beaucoup travaillé sur cette question portuaire, notamment à travers la question des fonctions. Donc dans une approche qui est, vous voyez, un petit peu en surplomb, qui parfois, on peut le dire, est parfois aussi un peu désincarnée, c'est vrai. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est justement de réincarner ces fonctions économiques dans des lieux et dans des espaces précis, en essayant de comprendre, bien sûr, ce qui se joue entre passé et présent. Une histoire qui a été aussi renouvelée récemment à la lumière de nouvelles sources d'archives, notamment pour les périodes les plus récentes, en particulier la deuxième moitié du XXe siècle, qui pour l'instant échappait au regard des historiens.
tout simplement parce que on n'avait pas accès à des sources de première main. Ça commence à se faire, et moi j'ai eu l'occasion de le faire dans le cadre de ma thèse avec les archives du port autonome de Marseille, qui a ouvert ses fonds spécialement pour cette recherche. Et ça a donné, bien entendu, davantage d'épaisseur, davantage de connaissances sur ce que l'on pouvait parfois connaître un petit peu, ou ce qu'on ignorait des fois aussi. On avait aussi pas mal de représentations, d'idées reçues sur ce deuxième XXe siècle marseillais. Et pas mal de choses ont été réévaluées, notamment dans le lien entre histoire économique et histoire environnementale, notamment sur ces questions aussi de cycle économique. Je parlais du port en crise tout à l'heure. Puis on voit que finalement la crise n'est pas si univoque que ça, et qu'il y a des éléments aussi qui témoignent d'une forme de résilience, qui témoignent de forme de résistance économique et surtout de recomposition, de retransformation derrière de cette économie. Donc voilà une complexité qui est permise, une complexité du regard et de la grille d'analyse qui est permise par ces nouvelles sources et par des approches qui, vous le voyez, sont aussi des approches de longue durée. C'était un petit peu l'objet de ce livre, l'histoire portuaire marseillaise en chantier, c'était de revenir sur la longue durée de l'évolution de ce port et de le faire pas simplement avec un regard universitaire. On a fait ça avec des anciens cadres du port autonome de Marseille qui se sont aussi prêtés au jeu pour essayer justement de mêler les regards d'universitaires et d'acteurs de la vie maritime, mais toujours en conservant bien sûr la démarche rigoureuse et la méthodologie des historiens. Et puis, ce renouvellement du regard, il porte aussi, alors j'en parlerai un petit peu dans le dernier tronçon, dans la dernière séquence que je vous proposerai au cours de cette conférence, c'est la question du trafic des passagers, mais ça ne va pas être l'essentiel de mon propos. Donc j'ai 6 parties, et donc ça sera un 6e du propos, mais il n'empêche que ça reste malgré tout, et c'est malgré tout aujourd'hui un objet de renouvellement très important de nos travaux, notamment au sein du laboratoire TELEM, où Céline Regnard a étudié récemment ces itinéraires, ces trajectoires de Syriens à Marseille, en essayant de comprendre comment ces flux migratoires et cette fonction de transit du port de Marseille relevaient en fait d'une histoire globale et permettaient de connecter finalement les trajectoires des villes portuaires, donc pas seulement de Marseille, vous voyez, de Beyrouth, du Havre et de New York. Donc une histoire mondiale de ces circulations dans laquelle Marseille, bien sûr, joue un rôle important et occupe une place de plaque tournante. Dernier renouvellement, ça fait un peu le lien avec ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a l'histoire économique et sociale, l'histoire sociale beaucoup moins, mais l'histoire économique en tout cas a parfois été un petit peu marquée par ces approches fonctionnalistes et par ces approches un peu en surplomb. Ce qu'on a essayé de faire avec Michel Peraldi, et vous en parliez tout à l'heure, donc cet ouvrage qui sort dans quelques semaines aux éditions Gossen, ce qu'on a essayé de faire, c'était de revenir au ras du quai, d'essayer de comprendre quel est le lien, qu'est-ce qui se passe au niveau économique, technique et social, au plus près finalement du quai et au plus près des acteurs. Et donc ne pas faire une histoire économique et sociale du port, je dirais, par rapport à quelque chose d'extérieur, mais comprendre ce qui se joue à l'intérieur de ce port, comprendre ce qui se passe économiquement au sein des économies quotidiennes, au sein de cette économie du quotidien, qui, bien sûr, vous vous en doutez, est extrêmement liée aux illégalismes, et c'est-à-dire à des formes de commerce ou d'économie informelle, informelle entre guillemets aussi, parce qu'en fait, l'informel n'est pas si informel que ça, ça fait partie du quotidien du quai, et pendant très longtemps, bien sûr, ces pratiques ont perduré jusqu'aux années 50-60, et elles ont perduré malgré tout un tas de tensions, de heurts, entre ceux qui, ce sont les administrateurs, ce sont les gestionnaires, ce sont les ingénieurs, ceux qui veulent réserver ce port à des activités strictement de grand trafic industrialisant, de grand trafic lié à ces fonctions économiques de la ville, et ceux qui fréquentent le port, qui, eux, n'ont pas la même appropriation des quais, n'ont pas la même vision aussi de cet espace économique, et
connecte finalement ce port à une économie urbaine. Pendant très longtemps, sur le port, il y a eu des métiers urbains, des métiers qu'on retrouvait aussi dans les rues de Marseille. Je pense en particulier aux commerçants ambulants, à ces vendeurs à ces chiffonniers, ces vendeurs donc de matériel de marine qui est un matériel d'occasion, donc qui fait objet d'une économie de la récupération en quelque sorte. Donc voilà, c'est tout ça qui nous a animés pour montrer que finalement, voilà, il fallait retisser un lien entre les économies urbaines, les économies populaires et la grande économie, je dirais, mondiale de ce port de gros trafic, de ce port industriel du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors, fort de ces approches, je vous signale quand même aussi qu'actuellement, il y a un gros chantier ouvert par les historiens autour de la question de la fonction coloniale du port de Marseille, du rôle de Marseille dans l'empire colonial. Et bien sûr, je l'évoquerai à quelques reprises aujourd'hui, la question évidemment de la place du port et des trafics coloniaux dans l'économie de la ville est extrêmement importante et a fait l'objet, là encore, d'un certain nombre de réévaluations parce que pendant longtemps, on a cru que Marseille ne vivait que de ses colonies. Alors c'est vrai que les colonies occupent une place importante dans les trafics, à peu près un tiers du trafic au plus fort des empires coloniaux dans l'entre-deux-guerres, mais un tiers, c'est pas la totalité. Donc ça veut dire que Marseille, en fait, dès l'entre-deux-guerres, est déjà un port mondial, et en fait, on va le voir, il est un port mondial même depuis le XVIIIe siècle, et j'en parlerai dans la première séquence qui va nous occuper. Donc, ce qui nous a animés aussi et ce qui anime actuellement les travaux, c'est de sortir un petit peu des idées reçues, des poncifs, des grands poncifs qui collent à la peau, qui collent aux imaginaires de Marseille et qui parfois entravent aussi la bonne compréhension de ce qui se passe sur les quais et qui expliquent aussi pourquoi il y a parfois cette rupture entre la ville et le port et entre les habitants et le port, parce qu'en fait il y a cette méconnaissance parfois de la chose portuaire face à un objet portuaire qui lui-même évolue extrêmement vite et extrêmement rapidement. Alors, six temps d'arrêt sur ce port de Marseille, en lien avec cette question patrimoniale, et je commencerai bien sûr par le Vieux-Port, évidemment, qui incarne un patrimoine historique et un patrimoine portuaire un peu plus ancien que celui qui va m'occuper aujourd'hui, ce qui est le 19e siècle et le 20e siècle. Néanmoins, ce vieux port, il faut bien comprendre que jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est le port de Marseille. Et je dirais, il n'y a pas d'autres bassins, il n'y a pas d'autres espaces, c'est le seul et unique espace de la vie maritime. Alors, cet espace, il est intéressant parce qu'on a du mal à s'imaginer aujourd'hui, lorsqu'on fréquente les quais de ce vieux port, quand on flâne, on a du mal à s'imaginer que ce port de plaisance, qui pour nous est un port de plaisance aujourd'hui, était en fait au XVIIIe siècle un port mondial, c'est-à-dire un port connecté au monde et où finalement, depuis ces quais-là, se jouaient des trafics, se mettaient en place des trafics qui allait jusqu'aux Antilles, qui allait jusqu'à l'océan Indien, et qui n'était pas simplement un commerce, je dirais, de proximité. Et là aussi, c'est une des façons, si vous voulez, qu'on a eu de réévaluer cette économie portuaire du XVIIIe siècle, parce que pendant longtemps, là encore, les historiens ont cru que la prospérité traditionnelle du port de Marseille était une prospérité qui était liée au trafic méditerranéen, c'est-à-dire au commerce du Levant. En fait, le commerce du Levant joue un rôle extrêmement important à Marseille à partir notamment de 1669, qui est l'édit d'affranchissement du port de Marseille, qui est un édit colbertien, donc on est en plein colbertisme en France à ce moment-là, fin du XVIIe. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cet édit permet à Marseille de s'octroyer un monopole sur les trafics du Levant, et donc de faire de Marseille la porte d'entrée privilégiée pour le royaume à l'époque,
du commerce avec la Méditerranée orientale, ce qu'on appelle aussi donc les échelles du Levant. Mais vous voyez que cet espace qui est donc enserré dans la ville, il est aussi connecté et il va s'ouvrir à des horizons maritimes nouveaux au XVIIIe siècle qui vont faire de lui un véritable port mondial. Donc quand vous voyez ce célèbre tableau de Joseph Vernet dans les années 1750, Joseph Vernet, célèbre peintre de marine qui reçoit une commande de la part du roi pour effectuer un tour de France des places maritimes et pour portraiturer la puissance maritime française, donc une vision bien sûr idéalisée, extrêmement idéalisée de cette puissance maritime française. Mais vous voyez, l'idéalisation masque un petit peu une réalité économique. C'est que il y a fort peu à parier que ce port ait été si peu rempli de navires à ce moment-là, au XVIIIe siècle. D'ailleurs, j'anticipe un peu sur la suite, mais vous voyez, on a plutôt ça au début du XIXe, c'est-à-dire une forêt de mâts, et je reviendrai ensuite sur cet encombrement, bien sûr du port. Il n'empêche donc que c'est un port qui, au-delà des images qu'on peut avoir ici, même si le quai est très grouille, évidemment, d'activité, mais c'est un port qui est extrêmement dynamique, évidemment, et c'est un port où le dynamisme se cristallise autour de certaines figures, en particulier les figures de négociants, qui sont ces grands hommes d'affaires du XVIIIe siècle, qui tiennent le haut du pavé, qui occupent vraiment des fonctions éminentes, à la fois sur le plan économique, mais aussi à l'échelle urbaine, qui sont regroupés au sein déjà d'une communauté, enfin d'une corporation, ou en tout cas d'une institution, qui est la Chambre de commerce, plus ancienne Chambre de commerce du monde, créée en 1599. Elle n'est pas encore à ce moment-là dans le palais de la Bourse, qui sera construit sous le Second Empire, mais elle est déjà un outil, un organe de, on pourrait presque déjà dire, de lobbying, bien sûr, de défense des intérêts économiques de cette place maritime et de ce port. Et donc ces négociants dynamiques eh bien, décident, à partir du début du XVIIIe siècle, d'orienter leurs affaires sur de nouveaux horizons. Donc les Antilles d'abord, avec bien sûr la reprise économique de la ville après la peste de 1720, qui s'effectue en grande partie grâce au commerce avec les Antilles, où de nombreux produits sont bien sûr échangés. Je vous renvoie là notamment aux travaux de Gilbert Buty, pour celles et ceux qui sont intéressés par ces questions, et qui a bien étudié les différents produits qui transitent entre cet espace américain et Marseille, et en particulier un produit très intéressant et phare de cette époque-là, qui est la cochenille, qui est un produit tinctorial, extrêmement un colorant, donc extrêmement usité dans le domaine du textile en particulier. Et Marseille aussi possède cette fonction industrielle-là, à ce moment-là, qui est la fonction textile. Donc, ouverture vers les Antilles et ouverture vers l'océan Indien. Alors, on le voit ici un peu timidement, bien sûr, en termes de proportions, mais il faut savoir que ce commerce avec l'océan Indien a longtemps été le monopole d'une compagnie d'État basée à l'Orient, la Compagnie des Indes orientales. Et donc, il faut attendre 1769 et la fin de ce monopole pour que l'initiative privée puisse s'engager, pour que, évidemment, des négociants puissent s'engager sur ces espaces et dans ce commerce. Et ils le font, les Marseillais, et ils font ce commerce de l'Asie, déjà, à la toute fin du XVIIIe siècle, en contournant donc le cap de Bonne-Espérance, ce qui est bien entendu pas d'une grande facilité, en tout cas en termes de connexion maritime à ce moment-là. Vous voyez que d'un point de vue géographique, Marseille serait plus tenté de passer par le raccourci de l'Égypte et par le raccourci de la mer Rouge. Et c'est la raison pour laquelle, pendant tout le début du XIXe siècle, les milieux d'affaires marseillais, ces négociants que je vous présentais tout à l'heure,
eh bien, vont essayer de soutenir au maximum tous les projets de percement de l'isthme de Suez, parce que justement, pour Marseille, c'est une manne, c'est un raccourci qui est évidemment extrêmement intéressant, extrêmement stratégique pour augmenter ce commerce de l'océan Indien et de l'Asie. Mais déjà, à la fin du XVIIIe, c'est un espace, ce vieux port, cette anse du Lacidon, qui est une calanque naturelle en quelque sorte, un abri naturel dans lequel le port, autour duquel le port s'est construit. Eh bien, c'est un espace qui déjà envoie des expéditions commerciales vers la Chine dans les années 1780. Donc, vous voyez, un port extrêmement dynamique, un port mondial et un port qui revient au niveau de Bordeaux à la toute fin du XVIIIe siècle, et qui rattrape donc ce retard sur Bordeaux. Et finalement, le XIXe siècle va confirmer cela, puisque Marseille va rester le premier port de France tout au long du XIXe et du XXe siècle. Voilà donc un premier point autour de cet espace qu'on a du mal à imaginer aussi dynamique, aussi commercial. Et pourtant, il l'a été donc jusqu'aux années 1840-1850, et même après. Petite anecdote, lorsque les bassins au nord du Lacidon, de la Joliette à l'Estac, vont subir des dégâts extrêmement importants pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été dynamités par les Allemands, eh bien, les premiers trafics qui renaissent en 44-45 s'effectuent dans le Vieux-Port, qui sont les seuls quais finalement à avoir été épargnés par les mines allemandes. Deuxième temps, la digue du Large. Alors pourquoi j'ai choisi la digue du Large ? D'abord pour une raison toute simple, c'est qu'elle est le témoin, cette digue du Large que vous voyez. Donc là, on a affaire à un patrimoine vivant, un patrimoine qui est encore un patrimoine, je dirais même opérationnel pour le port, puisque c'est une infrastructure qui est une infrastructure de protection des bassins. Et qui a encore bien sûr un rôle tout à fait important dans le fonctionnement actuel des quais. Cette digue du Large, pourquoi je l'ai choisie ? Parce qu'elle témoigne, en fait, elle est l'illustration de cette extension des bassins au nord du Vieux-Port, donc vers le nord, vers l'Estac. Une extension qui, je le disais en préambule, s'est effectuée à peu près sur un siècle. Un siècle de construction portuaire à Marseille, donc vous imaginez un paysage qui a été sans cesse remanié, un paysage qui a été sans cesse retransformé, si bien que il est même difficile pour nous, historiens, quand on sort des articles ou des livres sur le sujet, d'essayer de faire une carte, je dirais, qui soit tout à fait précise et rigoureuse de cette extension, parce qu'en fait, on est toujours obligé de partir d'un fond de carte, et ce fond de carte, c'est le fond de carte d'aujourd'hui, généralement, mais sauf que la physionomie actuelle des môles ne correspond pas forcément à ce qui était à la physionomie des môles il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 100 ans. Donc, on a bien sûr les lieux qui permettent d'identifier cette croissance, mais au niveau de la physionomie, bien des choses ont changé et ne cessent encore de changer à mesure des différentes opérations d'aménagement et de réaménagement de cette eau. Donc cette digue du Large, c'est un témoin de cette extension des bassins vers le nord. Pourquoi ? Mais parce que en fait, cette extension des bassins, vous voyez, elle se fait en front de mer, et donc il faut protéger ces infrastructures par une digue qui est un brise-lames, en fait, qui permet donc de sécuriser l'accostage des navires, de protéger ces navires. Et c'est une digue qui fait aujourd'hui près de 7 km de long. Donc, vous voyez l'ampleur des infrastructures. Et à Marseille, on a à peu près entre 25 et 30 km de quais au moment de l'entre-deux-guerres, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un espace qui, vous voyez, qui s'est construit extrêmement rapidement, finalement, compte tenu de l'ampleur des infrastructures, et qui est donc protégé par cette digue, qui est, sur le plan architectural, extrêmement intéressante. J'y reviendrai. Pourquoi l'extension ? Pourquoi cette extension vers le nord ? Il a fallu étendre le port
tout simplement pour des raisons d'encombrement du Lacidon, d'engorgement des quais, de véritable même chaos. C'est des termes parfois qui sont employés par les contemporains eux-mêmes dans les archives. Un désordre qui ne permet plus la croissance économique finalement. Et c'est ça qui va motiver évidemment, qui va être un des facteurs en tout cas d'extension des bassins vers le nord et de création du premier d'entre eux, qui est le bassin de la Joliette, bassin auxiliaire de la Joliette, créé à partir de 1844. Donc on a une réflexion des milieux d'affaires sur l'encombrement des quais, bien sûr, mais pas seulement. On a aussi un autre facteur qui a joué dans cette extension, c'est la transformation de l'outillage nautique, la transformation de la construction navale, avec des navires qui sont des navires désormais à coque métallique au XIXe siècle, de plus en plus. Ce sont des navires qui aussi, à partir des années 1840-1850, s'équipent de machines à vapeur. Alors avec ici une nuance qu'il faut apporter par rapport à l'image, au poncif qu'on peut avoir des fois sur cette question de la transition entre marine à voile et marine à vapeur, c'est que cette transition s'est faite de façon hybride, vous voyez. C'est-à-dire que les premiers navires à vapeur, ceux du 19e siècle, en fait, sont des navires à voile et à vapeur. Donc l'énergie vapeur est une énergie de complément au départ, qui d'ailleurs n'est pas toujours un atout pour les armateurs. Pourquoi ? Parce que quand on installe une machine à vapeur à bord d'un navire, cela grève de la place à l'intérieur du navire. Donc c'est une place c'est un espace qui du coup n'est plus réservé au transport de marchandises et qui ne permet plus de valoriser la rotation du navire. Donc c'est un manque à gagner quelque part, l'installation d'une machine à vapeur à bord, et sans parler même des soutes à charbon, qui elles aussi occupent une place qui aurait pu en principe être dévolue au transport de marchandises. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on grève de l'espace marchand à bord d'un navire, il va falloir quand même le compenser par l'augmentation de la taille des navires. Et donc ce passage, cette lente transition de la voile et la vapeur s'accompagne forcément d'une augmentation aussi de la taille des unités et d'une taille des navires. Et donc, qui dit augmentation de la taille des navires dit évidemment augmentation du tirant d'eau, ce qu'on appelle le tirant d'eau, et donc obligation de devoir accoster dans des ports de plus en plus profonds. Et c'est ce que va permettre cette extension aussi vers le nord, c'est de gagner en profondeur, de gagner en espace sur le quai, bien sûr, pour éviter l'encombrement dont je parlais, mais de gagner en profondeur pour recevoir ces navires de plus en plus grands. Alors, voici un aperçu de ces premiers aménagements de la Joliette dans les années 1840-1850. Et vous voyez, on parle à ce moment-là de port auxiliaire. Donc là encore, ne pas rentrer dans le poncif qu'on peut retrouver un certain nombre de fois. C'est pas parce que la Joliette est créée, Arinques et tous les bassins ensuite, que le vieux port n'est plus utilisé. L'anse du Lacidon reste encore utilisée au XIXe siècle, malgré cette extension vers le nord. C'est pour ça qu'on parle au départ, au moment de la création du bassin de la Joliette, on parle donc de bassin auxiliaire ou de port auxiliaire de Marseille, parce que c'est un port de complément. Et vous voyez, cela induit bien sûr tout un remodelage du trait de côte, un remodelage de ces quartiers qui font face à la mer, et de cet espace finalement qui va être gagné sur la mer et protégé par cette longue digue. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais quand même dire un mot sur cette digue en elle-même, ce morceau d'architecture qui est quand même considérable et qui frappe. Alors on ne le voit pas trop depuis la ville, enfin certains endroits depuis la Joliette oui, mais c'est pas toujours très lisible et très visible depuis la ville, mais depuis la mer, cette ligne se perçoit tout à fait de façon tout à fait évidente, et c'est une ligne qui a été donc construite par morceaux, par tronçons. On n'a pas d'abord construit la digue et ensuite les bassins. Cette digue, elle s'est agrandie à mesure que les bassins se sont étendus, et elle a été au départ construite selon un modèle architectural assez novateur,
qui a été expérimenté dans les années 1830 en Algérie, au moment de la conquête coloniale. La France a besoin à ce moment-là d'un port à Alger qui soit un port sûr. Et le problème, c'est que pour renforcer les infrastructures qui existent déjà, les infrastructures de protection, eh bien, le calcaire manque un petit peu sur place. Et donc, les ingénieurs vont avoir l'idée de réemployer une technique qui était utilisée pendant l'Antiquité et qui est une technique donc d'utilisation du béton en mer. Et c'est cette technique-là que les ingénieurs des ponts et chaussées vont réutiliser à Alger dans les années 1840. Et c'est une technique qui va circuler sur toutes les rives de la Méditerranée, dans tous les ports. De nombreux acteurs marseillais vont aussi contribuer à l'élaboration et à l'amélioration de ces techniques, en particulier des entrepreneurs de travaux publics, qui vont être spécialisés dans cette construction portuaire de nouvelle génération, employant donc des blocs de béton en complément de blocs naturels. Et c'est ce modèle hybride qui va être utilisé d'ailleurs sur la digue du Large, avec un noyau de la digue qui est constitué d'enrochements naturels extraits des carrières du Frioul, et un talus extérieur qui recouvre donc ce noyau central, qui est composé de blocs de béton. Et vous voyez comment on construit les blocs de béton dans ces années-là. Là, c'est un peu plus tard, donc dans les années 1860, pour l'extension, la première extension de la Joliette, le bassin Napoléon. Donc on est du côté d'Arinque, et vous voyez que on coule ces blocs de béton à terre, on les fait sécher, et ensuite ils sont immergés avec des différentes techniques déjà qui témoignent d'une industrialisation du secteur du BTP à ce moment-là. Vous voyez l'utilisation notamment de la machine à vapeur et de grues à vapeur pour manutentionner ces blocs. Donc, une technique qui va faire la renommée du BTP marseillais à ce moment-là, puisqu'elle va être réexportée, cette technique, en Égypte, dans notamment l'Empire ottoman, sur notamment les fameux quais de Smyrne, qui vont être construits avec la même technique. On a aussi, évidemment, on peut penser au port italien, qui s'équipe avec des infrastructures similaires et qui font appel à ce savoir-faire marseillais dans la construction portuaire et dans l'utilisation du béton en mer. Donc vous voyez, c'est un témoignage, cette digue du Large, à la fois de l'extension d'un port et de son entrée finalement dans cette ère industrielle du 19e siècle, mais ça témoigne aussi finalement, ce port qui va se mondialiser. Et bien on voit que avant de mondialiser ces trafics, ce sont les techniques de construction portuaire elles-mêmes qui sont déjà mondialisées et qui amènent finalement à des techniques standardisées qui sous-tendent le développement de la mondialisation. Alors, ça fait une bonne transition avec mon troisième éclairage, mon troisième arrêt, un arrêt au dock. Un arrêt au dock parce que ce bâtiment que vous connaissez évidemment, qui est immanquable lorsqu'on arrive à la Joliette, c'est un bâtiment qui là aussi a connu plusieurs vies, mais qui est étroitement associé à ce dynamisme du 19e siècle dont je parlais tout à l'heure, et à ce changement d'échelle pour le port, cette entrée dans la mondialisation, alors je me reprends, il ne s'agit pas vraiment d'une entrée, puisque je vous disais déjà qu'à l'époque moderne, le port de Marseille était un port mondial. Mais en tout cas, cette nouvelle phase, cette nouvelle étape dans la mondialisation des échanges, marquée par une augmentation des trafics et une accélération des cadences. C'est ça qui caractérise cette nouvelle étape de la mondialisation au 19e. Et donc les docks vont en être un des instruments de cela. Alors, un bâtiment qui a connu plusieurs vies, parce qu'aujourd'hui, si on prend ce bâtiment de nos jours, c'est un bâtiment qui est voué à des activités commerciales ou à des activités de service, présence de bureaux. Il a été, pendant tout le 19e siècle et le début du 20e siècle, un espace d'abord d'entrepôt. Donc, un entrepôt. Les docks, c'est d'abord un grand entrepôt. C'est d'abord ça. Donc le bâtiment que vous voyez sur la place de la Joliette, c'est le bâtiment de direction, mais derrière, il y a 365 mètres d'entrepôt qui sont en fait
des entrepôts rationalisés. C'est ça la nouveauté en fait de cet outil au XIXe siècle, c'est l'entrée dans la rationalité de la manutention portuaire. Une rationalité qui d'ailleurs se voit dans l'architecture. C'est un espace, c'est un bâtiment, pardon, qui a été construit par Gustave Desplaces, selon une métaphore calendaire, selon des références au cycle, au rythme des saisons, au rythme du calendrier, comme si la manutention portuaire devait finalement épouser, vous voyez, une métrologie, un rythme naturel qui est celui de l'écoulement du temps finalement et des saisons. Donc 365 mètres de long, vous voyez pourquoi, évidemment, 365 jours. Vous avez 7 étages, 7 jours, les 7 jours de la semaine, évidemment. Vous avez 4 puits de lumière ou 4 cours qui correspondent en fait aux 4 saisons. Et vous avez 52 portes. Donc là encore, renvoie à ces 52 semaines de l'année. Donc, vous voyez, une métaphore calendaire qui est extrêmement intéressante et qui montre l'état d'esprit, en fait, des ingénieurs qui sont à l'origine de cet outil. Alors, à l'origine, ils sont à l'origine, en fait, là encore, d'une adaptation de cet outil à Marseille. Parce que cet outil, il a été inventé, ce principe, ce système des docks a été inventé en Angleterre, avec les docks de Londres, au tout début du XIXe siècle. Donc c'est l'adaptation à Marseille d'un outil de la mondialisation. Mais en tout cas, malgré cela, les ingénieurs qui ont promu et les hommes d'affaires qui ont promu cet outil à Marseille, en particulier Talabot, qui est aussi lié, vous savez, à la compagnie PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, ce sont des personnages qui sont en fait pétris par une idéologie qu'on appelle le saint-simonisme. Ce sont des saint-simoniens. Ces saint-simoniens, dans la première moitié du XIXe siècle, sont des ingénieurs, des hommes d'affaires qui s'intéressent au progrès technique, qui sont pétris par cet idéal du progrès technique et qui s'intéressent ensuite à toute forme d'opération permettant d'accélérer le rythme du monde, de connecter les espaces entre eux. D'où leur investissement dans différentes infrastructures de transport, en particulier les chemins de fer. On retrouvera des Saint-Simoniens intéressés aussi dans le percement du canal de Suez, c'est pas par hasard. Et on les retrouve bien sûr dans la réflexion autour de l'amélioration de la performance logistique des quais. Et les docks servent à ça. Les docks, c'est un instrument de performance logistique extrêmement considérable en plein milieu du 19e. Alors concrètement, cela repose sur quoi? Cela repose sur donc du stockage, évidemment, du stockage rationalisé, mais surtout sur une mise en connexion de l'entrepôt avec les quais et les usines qui doivent être approvisionnées ou qui approvisionnent cet entrepôt, en fonction de si on est dans de l'import ou dans de l'export. Et cette connexion s'effectue en fait par le biais du chemin de fer. Donc le système des docks, c'est un système qui connecte l'entrepôt, le quai et l'usine par le chemin de fer. Donc par un mode de transport nouveau, qui à l'époque représente le nec plus ultra de la performance en termes de transport de marchandises et surtout en termes de fluidification de la rupture de charge. Alors c'est un terme un peu technique. C'est quoi la rupture de charge? Quand vous manutentionnez des marchandises, vous le faites passer de la terre à la mer, ou de la mer à la terre, on change de mode de transport, donc il y a une rupture de charge. C'est-à-dire qu'il faut charger ou décharger ces marchandises. Cette rupture de charge, c'est le nerf de la guerre, évidemment, pour le patronat portuaire, pour tous ceux qui sont intéressés dans la chose portuaire, parce qu'évidemment, plus cette rupture de charge est fluide, et plus les profits et plus la performance du port sont importants. Donc, la réflexion économique, elle est là. Elle est de comment on fluidifie et comment on diminue au maximum les contraintes liées à cette rupture de charge. Et au milieu du 19e siècle, c'est cet outil des docks qui permet cela. Alors, un mot quand même sur les transformations, et j'accélère un peu parce que le temps passe, un mot quand même sur les transformations liées à ce nouvel outil. Ce ne sont pas que des transformations urbaines,
ne sont pas que des transformations logistiques, économiques, ce sont aussi des transformations sociales. Docker, vous voyez, hein, ça vient de là. Les fameux travailleurs portuaires que l'on désigne sous le nom de dockers tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui, c'est en fait lié à ces nouveaux travailleurs, et j'insiste, je dis nouveaux travailleurs, non pas nouveaux au sens de la manutention, nouveaux au sens du statut. Ce sont au XIXe siècle des journaliers employés par cette compagnie des docks, hein, qui possède donc cet établissement et ce bâtiment, et qui emploie donc des journaliers, des ouvriers de la manutention payés à la tâche, hein, comme il y a des journaliers dans l'industrie à ce moment-là. Et ça, c'est un élément nouveau, parce que jusqu'à présent, la manutention portuaire, elle était réalisée à Marseille et dans d'autres ports par une corporation. À Marseille, cette corporation extrêmement importante, c'est la corporation des portefaix. Et donc, lorsque cette compagnie des docks entre en fonction dans les années 1860, hein, et qu'elle emploie ces journaliers, hein, elle va bien sûr créer, vous le voyez, des tensions extrêmement fortes avec cette corporation de métier, avec ses règles, hein, avec ses usages, avec ses coutumes, hein, qui tenait une place extrêmement importante sur les quais à Marseille, et cette compagnie des docks qui emploie finalement des précaires, on peut déjà le dire ainsi, hein, des travailleurs extrêmement précaires qui n'ont finalement rien d'autre que leur force de travail, hein, et qui, bien sûr, vivent non seulement dans des conditions extrêmement difficiles, ce sont des travailleurs qui, de plus en plus, hein, sont immigrés. Hein, à Marseille, au XIXe siècle, bien sûr, l'immigration italienne est extrêmement importante, donc on va retrouver beaucoup d'Italiens parmi ces journaliers, mais ils vivent aussi dans la précarité parce que c'est une activité qui est temporaire. C'est une activité qui est intermittente par définition. Hein. Il n'y a pas de régularité dans le travail de chargement ou de déchargement d'un navire. Donc il y a des jours de chômage, il y a des jours où on ne travaille pas, il y a des jours chômés. Hein. Et c'est donc toute cette réflexion-là, hein, toute sur la précarité de cette condition de docker, qui va déterminer une réflexion sur la protection sociale des dockers et le statut de 1947 qui va permettre aux dockers professionnels de bénéficier, hein, d'une assurance chômage, hein, qui sera payée par une caisse nationale alimentée par le patronat de la manutention. Donc voilà, une brève histoire des dockers pour les resituer en lien avec ce patrimoine portuaire, et pour montrer que, là encore, vous voyez, l'introduction d'une nouvelle technique bien génère des tensions sociales extrêmement importantes et des transformations en termes de corps de métier et en termes, évidemment, de gestes de travail. Ces travailleurs portuaires, bien sûr, ils travaillent, mais ils occupent aussi le quai. Hein, et c'est ça aussi qui a alimenté un petit peu le travail qu'on a fait avec Michel Peraldi. Hein, c'était de voir, en dehors des heures de chargement et de déchargement sur un navire, hein, ce qui se passe aussi dans ces... Là, on est juste au pied de la Major, hein, donc dans des bâtiments qui ont des petites gargotes qui ont disparu, hein, des bars-restaurants, des cantines, hein, de navigateurs. Et donc, bien sûr, beaucoup de choses se jouent à la fois dans la sociabilité, hein, de ces gens au travail, mais aussi dans des économies informelles, populaires, hein, qui, bien sûr, concernent et touchent ces espaces. J'accélère un peu, 4e arrêt, grue et hangar. Cet espace de quai qui est connecté évidemment aux entrepôts, eh bien, il va se mécaniser. Hein. Donc si on est vraiment au plus proche de la mer, hein, si on regarde le quai, ce quai va lui aussi se mécaniser en lien avec cette quête de performance logistique que j'évoquais précédemment. Et là, je partirais bien de ce que vous connaissez, hein, de ce qu'on voit, de ce qu'on appelle aussi dans le jargon marseillais les élégantes, hein, ces grues de la digue du Large qui ont été récemment restaurées, et qui ont fait l'objet d'une défense patrimoniale extrêmement importante, hein, pour justement les préserver, avec là aussi, hein, une participation importante de la population, hein, dans cette défense du patrimoine portuaire. Cette défense du patrimoine portuaire, elle peut témoigner d'une crise. Restaurer des grues pour que celles-ci servent simplement à rappeler un passé portuaire, c'est quelque chose qui, souvent,
pourrait témoigner d'un port en crise, hein, c'est-à-dire d'un port où finalement les fonctions maritimes, les fonctions strictement portuaires ont disparu au profit d'autres fonctions que l'on connaît. Hein. Je parlais des docks tout à l'heure, hein, reconvertis en centre commercial, les terrasses du port juste en face, évidemment, un grand centre commercial. Donc la tour CMA-CGM, hein, cette nouvelle skyline marseillaise avec ses buildings, qui témoigne d'une tertiarisation, évidemment, de cet espace. Je serais un peu plus nuancé, un peu moins radical dans cette approche-là et dans cette lecture-là du paysage portuaire. Bien sûr, les grues appartiennent au passé. En tout cas, ces grues-là. Hein, elles témoignent donc de la mécanisation qui a eu lieu entre la fin du 19e et l'entre-deux-guerres en particulier, et même jusqu'aux années 50-60. Donc, elle est le reflet d'une époque, d'une façon de manutentionner les marchandises qui a évolué et qui n'a pas disparu. C'est différent. Il n'y a pas de disparition des trafics, on a une évolution dans la façon de manutentionner les marchandises. Et ces évolutions, elles vont impliquer quoi? Elles vont impliquer le passage de superstructures qui sont visibles, extrêmement visibles, qui participent à cette image d'un port dynamique. On voit plein de grues, on voit des hangars qui sont extrêmement, où il y a une effervescence, où ça grouille de partout, vous voyez. Donc on passe de ce paysage-là, qui est le paysage, on va dire, de la fin du 19e, des années de la Belle Époque, de l'entre-deux-guerres, même de l'immédiat après-guerre, à un espace où il n'y a plus de grues, où les seules qui ont été conservées sont en fait des grues qui sont là à titre strictement patrimonial, où il y a de moins en moins de hangars, et pratiquement plus de hangars. Hein. Regardez la transformation de la Joliette par rapport effectivement à la photo que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Et je vous dis ici que ce qui est à l'origine de ça, justement, ce n'est pas une crise économique. Hein. Ce n'est pas une disparition de l'activité portuaire à Marseille. C'est une transformation et une réorganisation de cet espace portuaire qui en fait s'est opéré. Alors, avec deux piliers, deux nouveaux systèmes que vous voyez ici sur ce graphique, qui est en œuvre à partir des années 1970, c'est le passage donc d'une manutention verticale classique, qui met en jeu des grues et des hangars, au conteneur, donc qui est le premier élément de transformation, la conteneurisation, qui s'effectue à Marseille très tôt. Là encore, on a un poncif un petit peu à dégommer, si vous me permettez l'expression, parce que on regarde la performance du conteneur aujourd'hui à Marseille, on regarde Marseille dans le classement des ports et des trafics conteneurs, on le voit très loin, on se dit Marseille a raté le tournant de la conteneurisation. Et Marseille est rentré trop tard dans cette course. C'est pas vrai. Marseille était un des premiers ports conteneurisés de Méditerranée, et voire même d'Europe. Les premiers navires spécialisés porte-conteneurs à Marseille, donc la norme ISO date de 1966, ils escalent à Mourpiane en 1969, 68-69. Donc on a, avec des armateurs qui ont pignon sur rue et qui sont bien connus à Marseille, comme Fabre, qui se lancent aussi dans ce trafic. Donc c'est pas simplement quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est une réalité qui est voulue, qui est accompagnée par les élites et par les acteurs locaux. Donc, c'est pas un problème de chronologie, en fait. Je dirais la difficulté que Marseille a actuellement sur le conteneur, c'est un problème économique un peu plus complexe et différent, mais en tout cas, c'est pas un problème de chronologie, c'est pas une question de on a raté un tournant. Pas du tout. D'ailleurs, si les premiers porte-conteneurs escalent à Mourpiane en 1968, c'est ce qui explique aussi la pérennité, l'héritage de cette activité, de ce type d'activité sur cette zone, qui fait actuellement l'objet d'ailleurs d'un certain nombre de débats, parce qu'il est question évidemment de renforcer la fonction au conteneur et le trafic de conteneurs sur ce terre-plein.
Mais vous voyez, le terminal de Mourpiane, il est issu de cet héritage directement. Hein. Et les seuls engins de levage encore importants que l'on voit, en dehors de ceux de la réparation navale, que l'on voit sur le quai, ce sont en fait ces grands terminaux, hein, ces grands portiques de conteneurs qui, bien sûr, manutentionnent à Marseille des navires porte-conteneurs de taille assez modeste, hein, puisque les plus gros ne peuvent tout simplement pas rentrer, hein, dans les bassins marseillais. Ils sont, eux, détournés vers Fos en particulier. Donc, vous voyez, la conteneurisation, c'est un premier élément de transformation de la manutention avec un outil standardisé, un outil multimodal, c'est-à-dire qui s'adapte, hein, cette caisse standardisée de 20 pieds qui s'adapte à différents modes de transport et qui, évidemment, recompose les espaces, hein, et recompose, bien sûr, les aménagements qui sont effectués à Marseille. Et puis, peut-être encore plus que le conteneur, il y a une deuxième innovation qui a radicalement transformé les quais. Cette innovation, c'est le RoRo, c'est la manutention horizontale. Cette manutention horizontale, c'est quelque chose que l'on connaît quand on a déjà pris le ferry. Vous faites rentrer votre voiture dans un car ferry, ben c'est de la manutention horizontale, sauf qu'on ne fait pas rentrer que des passagers, hein. Ça ne concerne pas que les particuliers, ça concerne aussi les marchandises, évidemment. Et il y a même des navires spécialisés, qu'on appelle des rouliers, hein, qui sont spécialisés dans l'accueil, finalement, de marchandises par roulage, hein, par voie de roulage, c'est-à-dire soit en faisant rouler, vous voyez, des palettes, comme c'est le cas ici, hein, avec des Clark. Donc là aussi, je dirais un mot, hein, de l'évolution de ces gestes du travail docker. Hein. Il ne s'agit plus de porter sur le dos des palanquets, hein, et des sacs, mais de les manutentionner désormais par ces chariots élévateurs. Hein. Donc là encore, transformation des gestes du travail. Et dans ces navires, on peut faire entrer, dans ces navires rouliers, on peut faire entrer aussi des conteneurs, évidemment, qui seraient placés sur des remorques. On peut faire entrer des semi-remorques frigorifiques, etc., etc. Donc une très grande fluidité, finalement, dans la rupture de charge, puisque finalement ici il n'y a pas de rupture de charge. Le navire est un garage flottant, hein, on ouvre une porte, le camion rentre, on referme la porte, le navire part, et quand il débarque, c'est pareil. Donc on est dans une technique qui est en fait une technique qui est extrêmement importante dans la fluidification et dans l'accomplissement, je dirais, de cet optimum dans la quête de performance logistique, hein, puisque désormais, là, la rupture de charge est totalement effacée. Je dirais même qu'elle est encore plus effacée que dans le domaine du conteneur, hein, dans le domaine de la manutention classique de conteneurs par ces portiques. Donc ça induit quoi, ça, si on revient à notre espace portuaire et à son patrimoine? Quand les postes RoRo les postes de manutention horizontale vont se multiplier, eh bien, il va falloir faire place nette sur le quai. Il va falloir faire en sorte que le quai se transforme en un espèce de parking géant ou de chaussée toute direction, ou, pour reprendre une formule de René Boruet, où finalement le hangar devient gênant, puisqu'il empêche de circuler. Puis le hangar devient inutile aussi, puisqu'on n'a plus besoin de protéger la marchandise qui est déjà emballée, si vous voulez, dans un contenant, hein, soit une remorque, soit un conteneur, hein, soit une palette. Donc c'est plus forcément utile. Et en plus, bien sûr, la grue n'a plus aucune utilité et il va évidemment falloir les enlever et les supprimer. Donc c'est ça qui explique aussi ce passage d'un paysage portuaire grouillant d'activités, où on voit des grues, où on voit des hangars, où on voit que ça s'agit dans tous les sens, à un espace qui est finalement assez aseptisé et qui permet finalement le roulage de véhicules extrêmement rapides, avec des cadences bien sûr de chargement et de déchargement qui se sont considérablement réduites, et qui explique aussi pourquoi, des fois on arrive sur le port de Marseille, on voit qu'il n'y a pas de bateau. On se dit, ce port il est vraiment en crise, il n'y a pas de bateau. Mais non, c'est juste que les bateaux, vous ne les voyez pas parce qu'ils escalent très peu de temps finalement, grâce à ces nouvelles techniques de manutention et grâce au RoRo en particulier. Quant aux autres trafics, eh bien évidemment, le port de Marseille, je le disais en préambule, c'est un port désormais en 3 sites. Et donc effectivement, toute une partie des gros trafics industrialisants ont été détournés, ont été réorientés vers les bassins ouest, donc l'Aveyra et Fos-sur-Mer. Et à Marseille, il ne reste donc plus que le trafic de marchandises diverses, avec un peu de conteneurs et du RoRo, et le trafic de passagers. Donc vous voyez aussi
Le port de Marseille en crise, non. Finalement, on a un port qui a simplement réadapté son espace, qui est devenu un port finalement multisite, hein, où effectivement des trafics se maintiennent, des trafics perdurent, et les modes de manutention ont finalement évolué, beaucoup évolué, contribuant donc à rendre cet espace portuaire vide quelque part. Mais cette vacuité n'est pas forcément le signe d'une crise économique. Cinquième arrêt, et j'essaierai de faire ça en 5. Les 2 derniers arrêts vont être un peu express compte tenu du temps qui me reste. Mais ça tombe bien parce qu'on est sur des choses, on commence progressivement à mettre en place un certain nombre de briques, et donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, et je pourrais être davantage allusif vis-à-vis des 2 derniers sites que j'ai choisi de vous présenter. Le silo à sucre. Le silo à sucre, je vous le présente ici dans les années 1970, il a été créé dans les années 1960. Il témoigne justement de cette résilience économique dont je parlais tout à l'heure, déjà pour la période de l'après-guerre. Parce que déjà pour cette période-là, il y a des industries marseillaises, des industries traditionnelles de Marseille, en particulier liées à la savonnerie. Pour fabriquer du savon, on a besoin de la soude et on a besoin d'oléagineux. Donc il y a tout un pan, bien sûr, de l'industrie marseillaise qui concerne l'industrie chimique et qui concerne la trituration des graines et des fruits oléagineux. Il y a un autre pilier qui est très important dans cette fonction industrielle, qui est le raffinage du sucre, qui existe à Marseille depuis l'installation de la raffinerie Saint-Louis au XIXe siècle, et qui importe donc de la canne à sucre venant des Antilles, bien sûr, mais pas uniquement, aussi de Madagascar, notamment après l'ouverture du canal de Suez en 1869. Et ce sucre représente déjà, dans le Marseille de l'après-Seconde Guerre mondiale, une activité qui est une activité traditionnels liés aux trafics coloniaux et donc en voie de déclassement ou de relégation. Pourtant, le port autonome de Marseille, créé en 1966, eh bien, investit massivement dans ce secteur déjà et fait en sorte qu'un silo à sucre puisse être installé à proximité du Cap Pinède, hein, pour bien augmenter finalement les volumes de traitement et pour rationaliser cette manutention du sucre sur le modèle du silo. Alors ça, c'est un autre espace que j'aurais pu prendre aussi, hein, le fameux silo d'Arinque, hein, ou l'autre silo de la Madrague, qui sont des silos à grains, hein, des silos à céréales. Donc le modèle du silo, c'est quoi? C'est là encore, hein, essayer de manutentionner de la façon la plus performante possible des trafics de vrac, c'est-à-dire de marchandises non conditionnées avec des fortes cadences et un gros volume de traitement. Et le sucre, vous voyez, fait partie de ces produits-là, hein, qui font l'objet de ces transformations dans les années 1960. Eh bien, ce sucre, vous voyez, il se maintient jusqu'aux années 2000, finalement. Voilà un exemple, et grâce à ce silo à sucre, hein, qui alimente donc la raffinerie de Saint-Louis, voilà un exemple du maintien d'une activité traditionnelle héritée du XIXe siècle dans la seconde moitié du XXe siècle, à un moment où on dit que le sucre et l'huile au riz, hein, oléagineux et sucre, qui sont donc les 2 piliers du système marseillais, hein, qui a été abondamment étudié par Louis Pierrin dans les années 70, eh bien, ces 2 piliers s'effondrent. Eh bien, c'est vrai pour l'huile au riz, qui s'effondre dans les années 70 et 80, c'est un peu moins vrai, ou en tout cas la chronologie est différente, hein, pour le sucre. Donc ce sucre, il est extrêmement important parce qu'il renvoie à la fonction industrielle du port, évidemment, il renvoie à cette fonction industrielle grâce à des trafics industrialisants, hein, pour reprendre une expression de Marcel Roncaiolo, c'est-à-dire des trafics de matières premières souvent coloniales, hein, oléagineux et sucre, qui sont transformés par des usines à proximité de la ville avant d'être réexpédiés soit par voie terrestre, soit par voie maritime. C'est ça le système marseillais et c'est ça qui est au cœur de cette fonction industrielle et qui met en jeu finalement des trafics industrialisants avec des espaces
permettant l'industrialisation, bien sûr, de ces trafics, et c'est le cas du silo. J'ai pris ce silo, pourquoi? Parce que là encore, transformation. Ce silo, il a été détruit il y a quelques mois pour faire place nette à un 5e data center qui s'installerait à Marseille, en lieu et place donc, de ce silo. Alors il y a certains bâtiments qui n'ont pas été détruits pour l'installation de ces data centers, en particulier évidemment l'ancienne base sous-marine allemande, sur laquelle s'est greffé tout un travail d'aménagement pour construire ce qu'on pourrait appeler ces nouvelles usines numériques finalement, puisque ce sont des espaces extrêmement stratégiques, qui ont besoin d'être extrêmement sécurisés. Ce sont des espaces aussi qui sont extrêmement énergivores, qui consomment énormément d'énergie. Donc là encore, la thématique environnementale, bien sûr, est forcément pertinente lorsqu'on aborde ce genre d'activité. Mais vous voyez qu'on a là affaire à un exemple d'un patrimoine portuaire non préservé qui finalement disparaît pour des raisons opérationnelles au profit d'une nouvelle activité qui est émergente et qui est importante pour Marseille sur le plan stratégique, qui est l'activité du numérique, qui est l'activité de la donnée, de faire de Marseille un hub, un port numérique et un port où finalement se croisent et transitent et sont traitées un certain nombre de données venant du monde entier par l'intermédiaire des câbles sous-marins. Et c'est là une petite allusion à ce qu'il y aura cet après-midi autour de ce sujet. Gardez bien en tête cette carte, parce que dans le dernier arrêt que je vous propose, vous allez voir que cette carte pourrait tout à fait épouser en particulier les relations entre Marseille et l'Asie via le canal de Suez, pourrait épouser tout à fait la carte des lignes de navires à vapeur qui se mettent en place, des lignes qui se mettent en place à la fin du 19e, début du 20e siècle. La gare maritime, donc, ce sera le dernier point. Alors, la gare maritime, c'est un concept, Marseille, puisqu'il y a eu plusieurs lieux qui ont servi à ce transport de passagers, en particulier à la Joliette, avec différents aménagements. La gare maritime, aujourd'hui, c'est celle de la Major, en particulier, qui fait l'objet, là encore, d'un travail de requalification et de reconversion. Dans quelques jours, le grand port maritime de Marseille va inaugurer là un port center, donc un espace voué à des activités de services en particulier, liées à la question maritime. Mais pendant longtemps, donc, la Joliette a été un espace donc, de trafic à la fois de marchandises, de primeurs vers l'Algérie en particulier. Pensons ici au Gien, au gare Gien qui a été lui aussi pendant un grand nombre d'années un hangar de primeurs. Mais à côté de ces marchandises transitent des passagers. Et les deux se mêlent, évidemment. Et quand on pense au port de Marseille, on est obligé de penser à ces grandes lignes. Alors, ces grandes lignes à la fois océaniques, évidemment, j'en dirai un mot après, mais d'abord à ces lignes qui relient Marseille et l'Afrique du Nord. Marseille étant la porte d'entrée vers l'Algérie, la Tunisie, un peu moins le Maroc, c'est surtout Algérie-Tunisie, les lignes maritimes, et avec un système, vous voyez, qui est un système de liaison entre le rail et la mer, finalement, et le paquebot, avec le système du train paquebot. Vous pouvez acheter votre billet dans les années 30, par exemple, à Paris, et vous achetez un billet directement pour Alger via Marseille. Donc Marseille est un port de transit de passagers extrêmement important, où débarquent des passagers par voie ferroviaire qui se réembarquent ensuite vers des destinations diverses, et en particulier beaucoup vers l'Afrique du Nord. Donc vous voyez, ce système de train paquebot met en jeu aussi des compagnies, des accords entre compagnies, entre notamment la compagnie de chemin de fer PLM et la compagnie générale transatlantique. Donc, c'est un port de transit, Marseille. C'est un port de transit de passagers, extrêmement important. Et dans ce transit de passagers, on retrouve évidemment, là aussi, des évolutions extrêmement importantes. On passe du modèle du paquebot,
qui est un modèle au départ de transport de passagers. Aujourd'hui, le terme paquebot ne renvoie plus à ça. Aujourd'hui, le terme paquebot renvoie à de la croisière touristique, hein, à de la croisière d'agrément, hein, de loisirs. Et on dira un mot d'ailleurs aussi de cette évolution-là du trafic de passagers à Marseille. Ce ne sont plus des gens qui se déplacent d'un point A à un point B, c'est des gens qui vont sur un navire pour passer du bon temps, hein, pour prendre des vacances et pour faire en sorte que le navire finalement soit aussi un lieu de loisirs. C'est ça, la grande évolution des croisières. Au XIXe siècle, au XXe siècle, le transport maritime de passagers, c'est du transport maritime de passagers. Ça ne sert à rien d'autre que, justement, transporter les gens d'un point A à un point B. Et donc, c'est ça l'évolution aussi dans la fréquentation des espaces, dans la façon dont sont aménagés ces espaces, parce que, évidemment, ça a un impact extrêmement fort. Vous voyez des passagers grouillant sur le quai, s'embarquant pour un paquebot pour l'Algérie dans les années 30. Et aujourd'hui, les passagers, vous les voyez presque pas parce qu'ils sont soit acheminés en car lorsqu'il s'agit de passagers de croisière, soit ils se déplacent eux-mêmes pour la grande majorité d'entre eux dans des voitures lorsqu'ils s'embarquent pour les destinations de ferry. Hein. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi, c'est de voir, hein, ou plutôt de constater l'invisibilisation progressive, hein, de ce trafic de passagers qui a longtemps marqué aussi la vie des quais. Donc je disais que l'évolution, en fait, hein, elle s'est faite depuis le modèle, donc, à la fois du train paquebot, depuis le modèle aussi des grandes lignes de vapeur, hein, de steamers, donc, qui desservent Marseille et l'au-delà de Suez, hein, Marseille et l'Asie en particulier, avec des grandes compagnies, hein, notamment les messageries maritimes, hein, qui sont au cœur de ces lignes et de ces dispositifs, hein, qui forment un petit peu aussi le cordon ombilical, hein, entre Marseille et les colonies, en particulier l'Indochine, pendant toute la période coloniale. Donc on a ces deux modèles qui évoluent vers quoi? Qui évoluent vers bien un tarissement progressif de la fonction de transport de passagers au sens strict, au profit de l'avion. Évidemment, le transport aérien dans les années 50-60 va supplanter progressivement ce transport de passagers à l'échelle méditerranéenne, bien sûr, mais surtout à l'échelle intercontinentale. Hein. Et bien sûr, aujourd'hui, ces lignes, hein, de steamers vers l'Asie ont disparu, hein, complètement. Donc ça, c'est la première évolution, c'est le rôle du trafic aérien. Mais la deuxième évolution, c'est le maintien de cette fonction de transit des passagers, de transport de passagers, sur des cars ferries, hein, et pour des lignes desservant la Méditerranée, avec une plus-value par rapport au transport aérien, c'est qu'on peut bien sûr transporter sa voiture, hein, et donc charger sa voiture de marchandises en particulier, hein, ce qui est effectivement quelque chose de différent, hein, comme mode de transport que de prendre l'avion, puisque ça a un avantage, hein, de prendre le bateau ici, c'est qu'on peut bien sûr être autonome et prendre son véhicule. Donc vous voyez, transformation des modes de transport de passagers et émergence de ce que je disais, de la croisière, hein, qui désormais touche les bassins qui sont situés au nord, hein, donc vers les Stacks, hein, l'avant-port nord, où s'est développé un véritable pôle de croisière ici, et où les relations avec la ville sont extrêmement différentes du trafic classique de passagers. Hein. Ce sont des relations de consommation d'abord. Hein. Je rappelle qu'au départ, les grands centres commerciaux qui ont été créés à la Joliette ont été faits dans une perspective de dynamiser la fréquentation des croisiéristes. Mais ces croisiéristes, ils ne naviguent pas qu'à Marseille, hein, quand ils escalent, hein, ils font aussi des circuits touristiques en Provence, hein, notamment. Donc Marseille n'est pas simplement la seule ville touchée par ces trafics. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment se reconfigurent, notamment en lien avec l'émergence de la croisière, des questions environnementales extrêmement fortes, en particulier autour, évidemment, de la présence de ces navires géants, hein, qui font
qui continuent de faire tourner leurs machines quand ils sont à quai, hein, et donc de polluer l'atmosphère de la ville. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont extrêmement saillants et qui montrent aussi comment les patrimoines portuaires non seulement se recomposent au gré des évolutions économiques et techniques, mais aussi comment ces patrimoines portuaires peuvent aussi être porteurs, évidemment, de questions environnementales de plus en plus saillantes, de plus en plus fortes, qui ne sont pas des objets d'actualité uniquement, hein, et qui sont issus là aussi d'une longue histoire. Je évoquais tout à l'heure le passage de la voile à la vapeur. On a au milieu du 19e siècle des protestations, hein, de riverains, hein, qui sont à Marseille, hein, et qui se plaignent, hein, de ces nouveaux navires à vapeur qui incommodent les gens avec leur fumée, hein. Donc il y a là aussi une longue histoire de l'acceptation ou pas, hein, de ces nuisances et de ces pollutions, et des recompositions, bien sûr, qui à la fois impliquent les décideurs portuaires, mais qui impliquent de plus en plus les riverains, et qui font finalement du port de Marseille un espace aussi qu'on pourrait dire, en tout cas, pas totalement co-construit, parce qu'il y a un verrouillage portuaire qui est évident du fait de son caractère stratégique sur le plan économique, mais en tout cas une chose portuaire qui intéresse de plus en plus évidemment les citoyens, et c'est sur ça que j'aimerais clôturer cette conférence. Désolé d'avoir un peu dépassé. Alors, oui, et quand on parle des docks des Suds, on est obligé de faire aussi allusion à la transformation de cet espace et de l'opération Euroméditerranée, dont je n'ai pas véritablement parlé d'un point de vue de façon frontale, je dirais, mais évidemment, qui est l'opération d'intérêt national lancée en 1995, qui au départ était finalement une opération visant à requalifier des espaces, des friches portuaires, hein, et des espaces qui étaient délaissés par l'activité portuaire, et de reconnecter aussi le port et la ville, de recréer un lien entre le port et la ville. Il n'empêche que Euroméditerranée, au-delà de ces transformations urbaine, de cette requalification de certains espaces, Euroméditerranée a aussi été un incubateur finalement de nouvelles fonctions du port. Et tout ce qui est visible à Arenc en particulier, hein, autour notamment de la présence de bâtiments extrêmement divers, allant de bâtiments culturels comme les archives départementales, bibliothèques départementales, à la présence de la tour CMA-CGM, ça montre bien que cet espace portuaire ou périportuaire autour donc des quais est aujourd'hui traversé par tout un tas de fonctions différentes, et parfois aussi avec des usages extrêmement différents et des conflits, donc des tensions qui peuvent ou qui vont forcément émerger à un moment ou à un autre, hein, dans ces zones. Donc oui, Dock des Suds, évidemment, c'est évidemment la place des friches, la question des friches portuaires qui est posée. Et on le voit dans cet espace, mais on le voit aussi du côté du quai de la Lave également, hein, donc un peu plus vers l'Estac, hein, où là également, hein, il y a des bâtiments portuaires, des zones, des espaces portuaires qui semblent délaissés, hein, et qui ont parfois été réinvestis d'ailleurs par des associations, par des collectifs, hein, et qui ont réinvesti ces lieux il y a peut-être 5, 10 ans, 15 ans, mais qui désormais se voient un petit peu poussé dehors parce que d'un coup il y a un projet qui ressort, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui évolue, et le port bien sûr veut se ressaisir, le port où les différents décideurs veulent se ressaisir et se réapproprier ces espaces qui ont été pendant un temps délaissés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement
le port est sans cesse en métamorphose. Et donc, rien n'est jamais figé, en fait. Même un espace de friche, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, une friche ? Une friche, c'est une notion historique, finalement. C'est une notion qu'on peut historiciser. C'est-à-dire, c'est une friche pendant un temps. Mais ensuite, elle sera forcément réemployée. Il y aura forcément un réemploi à un moment donné ou une réappropriation par tel ou tel acteur. On a la même chose, d'ailleurs, qui se déploie dans le domaine industriel. Évidemment, avec la requalification de certaines friches industrielles et également sur le même modèle. Oui, juste une petite question sur les docks. J'ai beaucoup appris des choses d'abord et je voulais vous remercier pour tout ce que vous nous avez apporté. Moi, j'ai du mal à comprendre que les docks, là je suis sur les docks, ce bâtiment servent à stocker des... Et oui, pourtant. Voilà. Autant je vois bien la fonction de bureau, autant la fonction de... Non, mais parce que les étages, les volumes, enfin tout ça m'interpelle. Oui, mais votre question, votre remarque, elle est intéressante parce que ça montre bien aussi que ce patrimoine portuaire et les lieux que l'on fréquente aujourd'hui, même si on sait qu'ils ont un lointain passé portuaire, on les associe avec une utilisation et des usages modernes, finalement. Et on a du mal effectivement, je suis d'accord avec vous, on a du mal à se dire, mais comment ça se fait que ce bâtiment pouvait être, au milieu du 19e siècle, un nec plus ultra de la logistique portuaire, avec des étages, avec Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la logique du 19e siècle, ce qui compte, c'est de rassembler au même endroit les marchandises. C'est d'éviter l'éclatement et la dispersion des marchandises sur le quai. Donc une fois qu'on a ça en tête, on a cette logique-là en tête, évidemment, le modèle des docks devient évident. Il devient évident parce que on a là un espace où, même si pour nous aujourd'hui, dans notre vision moderne de la manutention des marchandises, créer un entrepôt avec des étages, c'est une aberration, au XIXe siècle, c'est déjà une évolution par rapport à une situation antérieure où la rationalisation de la manutention est quasiment inexistante et où on débarque des marchandises qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas classées, qui ne sont pas triées, qui sont dispersées comme ça sur le quai, sans qu'il y ait un traitement logistique, si vous voulez, de ces marchandises. Et donc c'est ça qu'apportent en fait les docks au XIXe. Mais évidemment, c'est un modèle qui, là encore, qui va vite être dépassé. La déprise des docks, elle commence... déjà, les docks ne sont plus aussi flamboyants dans l'entre-deux-guerres, évidemment. Il y a le modèle déjà du silo et du transport en vrac. Parce que le modèle des docks, et ça j'ai oublié de le dire, mais le modèle des docks, il est opérationnel, il est fonctionnel pour des marchandises diverses. C'est quoi des marchandises diverses? Ce sont des marchandises qui sont dans des contenants différents. Alors ça peut être des fûts, des ballots, des sacs, etc. Mais cela ne concerne pas le vrac. Le vrac, c'est quoi? C'est quand la marchandise, elle est mise dans les cales des navires sans emballage. Elle est transportée à même les cales du navire. Et donc, l'une des innovations de l'entre-deux-guerres, c'est d'abord la vracisation, c'est-à-dire c'est le développement, la démocratisation de ce type de trafic de vrac pour des marchandises allant des minerais, du charbon jusqu'à le sucre, des oléagineux, etc. Alors, les oléagineux ont pendant très longtemps été manutentionnés en sac, conditionnés en sac. Mais voilà, il y a un phénomène de vracisation qui s'effectue et qui implique donc l'installation sur le quai de nouveaux outils, de nouveaux équipements qui finalement vont reléguer les docks et les marchandises diverses dans une situation un petit peu de déprise progressive, ou en tout cas de manutention appartenant au passé. Et ça va se vérifier dans les années 50-60, d'autant plus que désormais, les marchandises diverses, elles aussi, sont touchées par deux autres innovations que j'ai présentées tout à l'heure, le ro-ro et le conteneur, qui va mettre fin à ce modèle de l'entrepôt à plusieurs étages et en dur. Vous voyez, c'est un entrepôt en dur aussi. Pour nous, un entrepôt, c'est un hangar. Déjà, le hangar sur le quai, c'est déjà une évolution du modèle des docks. On n'est plus dans le système des docks classiques.
On est dans, vous voyez, dans la volonté de créer des espaces sur le quai directement où on stocke la marchandise et où on rationalise le stockage de la marchandise au plus près du navire. Donc, dans la chronologie, si vous voulez, il y a d'abord les docks, bien sûr, les hangars, hangars et grues, ça va ensemble, et ensuite, évidemment, ro-ro, conteneurs. Juste une petite question annexe. Vous avez évoqué le sucre et la raffinerie de sucre de Saint-Louis. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, elle a été fermée, et l'activité raffinage s'est arrêtée dans les années 2000 au profit d'une autre activité qui était en fait une activité de conditionnement du sucre. Donc, pendant quelques années, la raffinerie a continué à travailler dans ce secteur-là, et puis elle a fermé dans les années 2010. Oui, on voit des voies ferrées en passant sur la route du port qui semblent désaffectées. Est-ce qu'elles le sont? Est-ce qu'elles servent? Qu'est-ce que c'est que ce système? Alors, les voies ferrées, il y en a plusieurs. Vous en avez d'abord sur la place de la Joliette. Si vous regardez sur la place de la Joliette, vous voyez des voies qui partent donc des docks vers les quais. Là, on parle de patrimoine portuaire depuis ce matin, c'est un élément important du patrimoine portuaire. Je veux dire, quand il y a eu la requalification de la place de la Joliette avec tous les travaux qui ont été faits d'aménagement urbain, la volonté a été de conserver la trace de ces voies pour renvoyer justement à ce passé des docks, à cette utilisation commerciale des docks au XIXe siècle. Ensuite, il y a d'autres voies ferrées. Il y a carrément une gare de marchandises, qui est une gare de marchandises qui a été créée à Arinques et qui est aujourd'hui une friche. C'est l'espace que vous voyez quand vous dépassez la tour CMA-CGM. Vous avez la passerelle autoroutière en haut et en contrebas, donc vous avez deux routes qui se superposent, et en contrebas, vous avez la gare de marchandises d'Arinques, qui est une friche, parce qu'elle n'est plus utilisée, évidemment. Du fait de quoi? Du fait que le transport routier sur le port, aujourd'hui, ne passe plus par le chemin de fer, mais simplement par le camion et par le ro-ro. C'est ça aussi la transformation, je dirais, des circulations terrestres sur le quai. C'est le passage du chemin de fer au camion. Et les premiers camions, on les voit arriver dans l'entre-deux-guerres, de plus en plus d'ailleurs dans cette célèbre peinture des dockers, on est dans les années 1930, là, vous voyez déjà des camions derrière qui apparaissent. C'est l'élément de modernité de l'entre-deux-guerres, le camion, et qui vont supplanter, bien sûr, ces réseaux de chemin de fer qui deviennent désormais inutiles. D'autant plus inutiles que le chemin de fer, c'est quelque chose, c'est un lien qui est rigide. À mesure que l'arrière-pays d'un port se complexifie, sur ce qu'on appelle son hinterland, évidemment, on a besoin peut-être de connecter le port à des espaces, ponctuellement, à des espaces qui ne nécessiteraient pas peut-être d'investir dans un chemin de fer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus fluide d'utiliser un camion et de connecter certains espaces avec un camion, et ça nécessite bien entendu beaucoup moins d'investissement. Et donc c'est ça qui va être à l'origine, vous voyez, de cette métamorphose du transport de marchandises, du passage du rail à la route. Ça vaut pour les ports, mais ça vaut pour tout. Transport routier, transport de marchandises aujourd'hui, vous savez que c'est un des gros enjeux d'ailleurs écologiques, de refaire passer au maximum le trafic de marchandises par le rail, mais c'est une opération qui est effectivement extrêmement complexe parce que depuis l'entre-deux-guerres et surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le camion qui s'est érigé, le transport routier au sens strict, qui s'est érigé en poids lourd, j'allais dire en poids lourd, en tête de pont, figure de proue du transport de marchandises sur terre. Donc les conteneurs qui arrivent au port ici, pas à Fos, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont sur des camions? Parce qu'on ne voit pas de camions sur la route. Donc, où vont-ils? Plusieurs choses. Les camions les conteneurs que vous voyez à Marseille, le Mourpiane donc est connecté évidemment à
à la route, hein, évidemment. Donc, vous voyez des conteneurs qui peuvent être manutentionnés parfois par la voie routière, mais il y a aussi une voie ferroviaire qui dessert aussi, d'ailleurs, le terminal à conteneurs de Fos. Enfin, pas directement, mais Fos est connecté au réseau de chemin de fer. D'ailleurs, cette connexion, elle est extrêmement faible, extrêmement problématique, notamment avec les relations avec l'arrière-pays. Donc, le conteneur, par définition, il peut aller sur le rail, il peut aller sur la route. Néanmoins, ce qui est intéressant de constater surtout, c'est que vous avez deux échelles qui sont différentes. À Fos, vous avez une manutention de conteneurs sur un terminal qui permet d'accueillir des navires de très grande capacité. C'est des navires qui font aujourd'hui plus de 20 000 boîtes, qui sont capables de transporter plus de 20 000 conteneurs. À Marseille, on n'est pas du tout sur cette catégorie-là. Donc déjà, je dirais, dans l'importance du trafic et dans la visibilité de ce trafic-là, ça joue évidemment, puisque vous avez affaire à des petits porte-conteneurs qui desservent essentiellement les lignes alors, soit de Méditerranée, soit d'Afrique de l'Ouest. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est parfois pas souvent perçu, parce qu'on se dit, mais bon sang, où est-ce qu'ils sont ces conteneurs, où est-ce qu'ils vont? Alors, il y a une partie d'entre eux qui sont stockés sur le terminal le temps d'être pris en charge, mais ce stockage, en fait, il est très court, ou en tout cas, il doit être le plus court possible, évidemment, pour maximiser la performance du quai. Et évidemment, le rail et la route jouent considérablement dans la desserte de ces terminaux. Mais ce qui est privilégié pour les gros volumes de conteneurs, c'est aussi la question qui se pose à Mourpiade en ce moment, autour de la redynamisation à la fois du terminal maritime, mais aussi de la connexion ferroviaire qui va avec. C'est justement de monter en gamme, parce qu'on sait très bien que les grands terminaux à conteneurs, pour être efficaces, bien sûr, ils peuvent utiliser la desserte routière, mais il faut qu'ils soient connectés au chemin de fer. Et ça, pour les gros volumes de conteneurs, le chemin de fer reste encore, je dirais, la solution la plus performante et la plus rentable sur le plan logistique. Ce qu'on voit d'ailleurs dans les grands ports à conteneurs, à la fois du nord de l'Europe ou d'Asie. Bonjour. Moi, j'avais une question parce que vous disiez donc le port de Marseille était le premier port de France en termes de marchandises, mais ça, c'était il y a plusieurs centaines, enfin peut-être non, je ne sais pas. Alors, mais juste, ma question, c'est de savoir, je crois qu'aujourd'hui, on est le premier port en termes de trafic de vrac liquide, donc c'est-à-dire du pétrole, par exemple, mais on a perdu quand même des marchés par rapport aux marchandises, qui sont plutôt dans le nord, il me semble. Est-ce que vous savez pourquoi on a perdu pas mal de marchés? Qu'est-ce qui a fait Alors, votre question elle est très intéressante parce qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est notamment la question des classements portuaires. J'aimerais faire peut-être un petit point d'abord sur ça avant de vous répondre sur le reste. C'est vrai que les classements portuaires, c'est-à-dire la façon dont on a mesuré la performance économique des ports, elle a elle-même évolué dans l'histoire. Et à chaque fois, il y a une unité de mesure. Il y a un mètre étalon, si vous voulez. Tout au long, grande partie du 19e, pratiquement jusqu'à l'ère des docks, donc jusqu'aux années 1860-1870, on est dans une réflexion sur la valeur des échanges ou sur le mouvement des navires, c'est-à-dire le nombre d'entrées et de sorties des navires. C'est ça qui détermine la puissance d'un port. Donc les classements, quand on me dit Marseille, premier port de France, c'est sur cette base-là. Après, deuxième moitié du 19e siècle, fin du 19e siècle et jusqu'aux années 1950 en particulier, un petit peu peut-être avant, peut-être jusqu'à l'entre-deux-guerres, c'est le nombre de tonneaux, c'est-à-dire le tonnage, c'est-à-dire le volume des marchandises, pas le poids, mais le volume des marchandises, donc qui s'exprime en tonneaux. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, c'est essentiellement le tonnage, c'est-à-dire le poids de marchandises. Donc, c'est ça qui détermine les ports à 100 millions de tonnes, les ports à 80 millions de tonnes, etc. Aujourd'hui, ou depuis une vingtaine d'années, quand vous regardez un classement portuaire, c'est le conteneur. C'est le nombre d'EVP, équivalent 20 pieds.
Et effectivement, vous avez raison de dire que Marseille, sur ce type de classement-là, est vraiment très loin en Europe et dans le monde. Mais en revanche, il est resté le premier port de France en termes de poids de marchandises, donc en tonnage de marchandises. Et il est aussi un port qui est extrêmement important, notamment dans le domaine du vrac, puisque c'est ça qui détermine justement l'essentiel des marchandises qui sont manutentionnées à Marseille. C'est du vrac liquide, c'est notamment du pétrole. Et c'est ça qui, pendant très longtemps à Marseille, a permis à cette ville, à ce port, de rester en tête du classement des ports en France. Pour vous donner un seul chiffre, dans les années 1970, à la veille des chocs pétroliers, presque 90% du trafic portuaire, c'est du pétrole. Et ça ne passe pas par Marseille. Donc, déjà, je dirais, pour répondre à la deuxième partie de votre question, il faudrait peut-être déjà nuancer ce qu'on entend par reste de marchandises. Parce que reste de marchandises, en fait, c'est 10% du trafic. Tout le reste, c'est 10% du trafic. On part de cette situation-là, en tout cas dans les années 1970, par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc, le pétrole reste aujourd'hui très dominant. Et évidemment que cette montée, cette augmentation considérable des trafics pétroliers dans la deuxième moitié du XXe siècle, elle a questionné les acteurs, elle a questionné les décideurs, elle les a parfois, je le dis, elle les a parfois inquiétés. Moi, je l'ai vu dans certains rapports que j'ai pu consulter du port autonome de Marseille. Cette monodépendance au pétrole, elle gêne. Elle gêne parce que c'est à la fois un élément, bien sûr, de puissance économique, mais c'est un élément aussi de vulnérabilité économique. Et en particulier, après les chocs pétroliers, ça va se voir de façon assez précise. Donc, ce que font les décideurs à ce moment-là, c'est qu'ils réfléchissent aux moyens de dynamiser ce trafic de marchandises diverses et d'essayer de maintenir des marchés existants. On l'a vu notamment avec le tentative de maintien de certains trafics issus d'espaces anciennement colonisés. Donc la perte des marchés coloniaux, elle a fait quand même, elle a déstabilisé, elle a bouleversé certains secteurs, elle a bouleversé certains trafics, mais pas tous ces trafics ont été perdus. Et parfois, certains de ces trafics se sont recomposés sous de nouvelles formes. Donc, je dirais que le travail qui a été effectué par le port autonome de Marseille depuis les années 60-70 a consisté à consolider des parts de marché pour des trafics qui étaient en voie potentiellement de transformation, voire de relégation, et d'essayer de diversifier, bien sûr, au maximum, c'est-à-dire de continuer à essayer de conquérir de nouvelles parts de marché. Et c'est dans ce domaine-là que, notamment, des stratégies ont été élaborées dans le domaine du conteneur. C'est-à-dire essayer de dire, là où la marge de progression est possible pour la conquête de nouveaux marchés, c'est dans le domaine du conteneur et c'est dans le domaine de ce trafic nouveau qui, à Marseille, représente à peu près 2 millions de boîtes. Aujourd'hui, on peine à y arriver. Donc, c'est quand même extrêmement modeste par rapport au volume, à la quantité qui est manutentionnée dans les ports asiatiques, ou même, sans parler d'Asie, déjà en regardant Rotterdam, évidemment, le nord de l'Europe. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas qu'il y a une perte vraiment de marché, mais plutôt une difficulté à en conquérir des nouveaux. Et c'est dans cette difficulté à conquérir des nouveaux, on a des faiblesses assez importantes qui sont liées à la présence de ce terminal de conteneurs à Fos. C'est-à-dire que ce terminal conteneur à Fos, autant sur le plan maritime, il est extrêmement performant, c'est-à-dire qu'il permet de recevoir les navires les plus gros, sans aucun souci de profondeur, de taille, etc. Il y a de la place, sans aucun souci aussi de développement du terminal à quai, il y a de la place, il y a beaucoup de place. Donc de ce côté-là, c'est un avantage, c'est un atout. Le problème, c'est que ce terminal, je le disais un peu tout à l'heure, il est faiblement connecté à l'Hinterland. Et l'autre problème, c'est que l'Hinterland, c'est-à-dire l'arrière-pays
du port de Marseille-Fos est très peu manufacturier, contrairement à l'arrière-pays de Rotterdam, où il y a énormément d'industries de production de biens manufacturés. Donc, ça pose un problème pour l'économie du conteneur. Pourquoi ? Parce que pour importer des conteneurs, il faut aussi que ces conteneurs puissent repartir, en quelque sorte, puissent être réexportés et qu'on puisse mettre des choses dans les boîtes. Vous ne pouvez pas simplement importer des conteneurs et ensuite, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait un échange, si vous voulez, entre import et export. Et l'une des grosses difficultés actuellement pour le port de Marseille, c'est de ne pas disposer d'un hinterland, d'un arrière-pays qui soit suffisamment manufacturier pour pouvoir gagner des parts de marché sur l'exportation de certaines boîtes. Du coup, ça m'amène à une autre question, parce qu'on n'a pas trop parlé de Fos, mais il y a beaucoup de projets, des projets qui valent des milliards d'euros qui sont en passe de s'installer sur Fos, ouais. Notamment pour la décarbonation. C'est une chance pour le port de Marseille. Est-ce que, je sais pas, dans votre regard d'historien, qu'est-ce que alors, ça peut... les historiens ne raisonnent pas forcément en termes de chance ou de malchance, mais ils raisonnent en termes, je dirais, peut-être parfois de retour ou de rupture, de continuité ou de rupture avec ce qui précède. La question de la décarbonation, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle renvoie à l'installation d'usines, donc à la fonction industrielle de ce port de Marseille, avec Fos qui représente justement cette puissance industrielle, puisque dans les années 60 s'installe une fonction de raffinage et une fonction sidérurgique, une unité sidérurgique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui des injonctions à la fois institutionnelles, des pressions d'acteurs pour faire évoluer le tissu industriel vers de nouveaux secteurs dits verts, ou de nouveaux secteurs d'activité moins polluants. Ou pour contribuer, et c'est ça en fait la décarbonation, c'est pas que ce sont des secteurs d'activité moins polluants, c'est que ce sont des secteurs d'activité qui vont contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Ce qui est quand même différent déjà. Parce que ces activités-là, en revanche, on parle très peu de leur impact écologique et de leur impact environnemental dans le territoire lui-même. On raisonne à l'échelle mondiale. On dit Fos va devenir une vitrine de la décarbonation, c'est-à-dire vont s'y installer des industries, en particulier des industries qui produisent donc de l'hydrogène, pour contribuer à abaisser les taux de CO2 dans l'atmosphère et donc pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais très peu de choses ne sont médiatisées, en revanche, sur l'impact environnemental dans le territoire de ces unités. D'autant plus que ce territoire de Fos, il est marqué par une très très longue histoire qui relie économie et environnement, une très très longue histoire environnementale autour des pollutions industrielles, autour notamment de la place de ces usines du 19e siècle autour de l'étang de Berre, les fameuses soudières qui produisaient de la soude pour les savonneries marseillaises et qui progressivement ont cédé la place à d'autres formes d'industrie autour de la chimie organique, la chimie du pétrole, la pétrochimie, tout un tas d'autres activités qui ont été extrêmement polluantes et qui, bien sûr, ont construit une image, une logique selon laquelle il y avait une tension entre développement économique et acceptabilité environnementale et sociale de cette activité économique. Et la question environnementale, pour nous historiens, elle a souvent été vue comme ça. Elle a souvent été vue à travers le prisme de montrer justement les limites, les dégâts parfois et souvent de la croissance industrielle sur les écosystèmes, sur les espaces, sur la santé des gens, etc. Ce que nous montre le green business qui émerge actuellement, c'est-à-dire cette volonté de se servir du levier environnemental pour réindustrialiser des territoires, parce que c'est ça en fait dont il est question, c'est un retour finalement d'abord d'une logique
qui a beaucoup marqué les 30 Glorieuses. Hein. C'est un retour, on va dire, d'une logique industrialiste, hein, très fortement, où finalement l'argument environnemental est utilisé à des fins économiques. Et donc ça nous interroge à nous historiens, parce qu'on se dit, mais n'y a-t-il pas en fait une histoire de ça? Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ou est-ce que c'est quelque chose qui a une histoire? Et quand on regarde un petit peu, quand on se replonge dans certaines archives, quand on se replonge sur certains sujets, effectivement, la question environnementale n'a pas toujours été un frein, hein, n'a pas toujours été un obstacle pour les entrepreneurs, pour l'industrie. Hein. Elle a parfois été utilisée ou réutilisée, réadaptée par les industriels, réappropriée par les industriels à des fins économiques. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. On le voit dès le 19e siècle autour du réemploi de matière, hein, comment la récupération de certains dégagements gazeux peut contribuer à créer un coproduit, un nouveau sous-produit qui va être ensuite réutilisé dans certaines autres usines. Hein. On le voit notamment ça dans le secteur chimique au 19e. Plus proche de nous, c'est la récupération d'hydrocarbures. Hein. Dans les années du tout pétrole, les années 60, les années 70, hein, on a bien sûr une focalisation sur le risque de marée noire, sur la présence d'hydrocarbures dans l'eau, etc., dans la mer. Bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a des entreprises, souvent d'ailleurs les raffineurs eux-mêmes, hein, les compagnies pétrolières elles-mêmes, qui vont développer tout un tas de produits, soit pour lutter contre la présence de ces nappes de pétrole en mer, soit pour récupérer ces nappes de pétrole et ensuite valoriser les déchets, hein, les quantités de pétrole récupérées, les valoriser et les réinjecter dans le circuit pétrolier. On le voit aussi pour le nettoyage des navires. Hein. À Marseille, c'est une activité qui est importante, l'activité de réparation navale, hein, et d'entretien des navires. Eh bien, les navires sont nettoyés, les pétroliers sont nettoyés, on récupère les résidus de pétrole qui sont réinjectés, revalorisés ensuite dans la filière de raffinage classique. Donc il y a toute une économie comme ça de la récupération, hein, qui utilise à la fois l'argument environnemental pour dire, vous voyez, on essaie de faire en sorte d'assainir l'espace et de le rendre moins polluant, hein, et de s'occuper de ces toxiques, et en même temps ça génère déjà de l'économie. Donc quand on entend le discours actuel autour notamment de l'environnement peut être une opportunité de redressement productif ou de réindustrialisation, mais en fait c'est une logique que beaucoup d'industriels avaient déjà dans leur tête depuis très longtemps et que parfois ils ont déjà utilisé, parfois de façon ponctuelle, parfois de façon moins ponctuelle, mais qui est déjà, je dirais, dans leur logiciel, hein, et dans leur pratique entrepreneuriale. Donc c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est ça qui nous interroge en fait. C'est qu'est-ce qui est nouveau? C'est plutôt la focalisation médiatique, évidemment, et bien sûr la grosse pression des pouvoirs publics autour de cette question. Mais en soi, la logique en elle-même, pas si neuve que ça, et donc vous m'interrogez sur le regard d'historien, nous on se préoccupe beaucoup de lutter, mais le terme est un peu fort, mais en tout cas de se départir de certaines de ces visions présentistes où on se dit, ah voilà, on a affaire à quelque chose de tout à fait nouveau. Dès lors qu'on entend ça dans le débat public, généralement l'historien est très attentif parce qu'il se dit, ah là ça flaire un bon dossier généralement, et donc on peut peut-être essayer d'investiguer sur cette question pour remonter l'échelle des causes, hein, et voir un petit peu ce qu'il y avait par le passé autour de cette question. Merci encore pour l'invitation, pour votre attention. Merci.